RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la fois, vous le savez, dimanche matin sur RMC et puis sur 01 TV, sur les box, sur YouTube, sur la chaîne YouTube et puis sur 01nettv.com. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end. Avec au menu, bien sûr, une grosse part de cette émission sera dédiée en fait aux nouveaux iPhones. Hein. C'est quand même un événement, les nouveaux iPhone 12 qui sont 5G, il y a 4 modèles. On rentrera dans les détails avec Pierre Fontaine, journaliste à 01net.com. Ce sera donc dans la deuxième partie de quoi je me mail. N'oubliez pas aussi que vous pouvez réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJMM. On vous attend aussi sur la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT avec Emmanuel Paquette qui est venu tout seul cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Merci d'être là Emmanuel. On va bien sûr rebondir sur l'actualité tech de la semaine. On va parler des iPhones dans un instant. Mais pour débuter, ça faisait des mois, voire des années qu'on l'attendait. Ça y est, l'offre de VOD des géants des chaînes françaises s'apprête à sortir. Ça s'appelle Salto. Et ça y est, c'est dans les starting blocks. Oui, effectivement, puisque le lancement c'est prévu le 20 octobre. Alors, il faut savoir qu'il y aura 3 tarifs, parce que le tarif était attendu. Hein. Donc, un tarif qui commence à 6,99, donc c'est le même tarif que celui de Disney. Puis après, ça monte jusqu'à 12,99 pour un multi-écran. Donc, il y a un tarif intermédiaire autour de 11, je crois, 10,99 de mémoire. Donc, voilà, on a 3 tarifs. Alors, la petite surprise, effectivement, ce qu'on attendait tous, c'était la grille de programmation. Et on s'attendait à autour de 15 000 heures de programme, parce que c'est ce qui avait été sous-entendu au départ. Là, on est plutôt à 10 000 heures de programme, mais avec quelques exclusivités, notamment une série qui est liée au livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, alors qui ne s'appellera pas Les 10 petits nègres, puisqu'on ne peut plus l'appeler comme ça, mais ils étaient 10. Ils étaient 10, voilà. Oui, c'est vrai. Donc, et il y aura effectivement pas mal de séries américaines qu'on a pu voir déjà sur les autres plateformes. Hein. Il y aura du Seinfeld, il y aura du Buffy contre les vampires, pour ceux qui étaient fans de ça à l'époque. Et puis, il y aura du Grey's Anatomy, hein, d'après ce que j'ai compris. En fait, il y aura les fonds de catalogue des chaînes, puisque TF1 diffuse Grey's Anatomy. Exactement. On peut imaginer qu'ils ont récupéré et verrouillé les droits aussi pour Salto. Hein. C'est ça, et je pense que ça a pris pas mal de temps parce qu'effectivement, ce que on nous avait expliqué en off du côté de Salto, c'est qu'il fallait effectivement récupérer les droits et les sécuriser parce que les chaînes de télévision ont certes les droits en replay, mais elles sont quand même bornées dans le temps. Enfin voilà, elles peuvent pas être diffusées ad vitam aeternam. Donc il a fallu reboucler effectivement tous les deals avec les studios américains. Donc ça, effectivement, ça a pris pas mal de temps. Et puis il y aura effectivement les séries françaises qui font le succès des grandes chaînes, qu'on pourra voir certains épisodes en exclusivité 48 heures avant leur diffusion sur les chaînes de télévision, parce que c'est un peu là tout le paradoxe en fait d'un acteur qui n'est pas un acteur pure player, c'est qu'il doit pas phagocyter, il doit pas tuer en fait les chaînes linéaires, il doit être un complément des chaînes linéaires. Netflix, eux, ils ont pas ce problème-là, hein, ils peuvent y aller directement. Disney, ils l'ont un petit peu aux États-Unis parce qu'ils ont quelques chaînes et même en dehors des États-Unis, mais ça reste des petites chaînes sur le câble, notamment en Europe. Là, pour TF1, M6 et France Télévisions, puisqu'aujourd'hui c'est les 3 groupes qui en font partie, il faut faire attention. Donc c'est vrai que leur stratégie est compliquée. Pas si évidente, et il va falloir surtout attirer beaucoup de clients. Et est-ce que en fait cette association va se développer? Est-ce qu'on peut imaginer demain Arte? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple les chefs du groupe de Next Radio, d'Altis Media, RMC Découverte, RMC Story, etc. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas tous les ténors en fait des médias français. Il y en a que quelques-uns. Non, effectivement, il manque pas mal de groupes d'audiovisuels qui sont pas présents dans cette plateforme. Alors soit par choix, on pourrait aussi imaginer Orange, puisqu'ils ont OCS, qui est quand même aujourd'hui le plus gros concurrent Netflix. Si OCS pouvait rejoindre la plateforme, ça serait forcément quelque chose d'intéressant. Je sais qu'à un moment ou un autre, Orange avait regardé, donc pour l'instant, ils ne sont pas dans le deal. Mais effectivement, les chaînes ou Orange pourraient venir dans un deuxième temps. D'ailleurs, TF1, M6 et France Télévisions ne peuvent pas verrouiller le capital parce que, de fait, ça créerait quasiment un abus de position dominante. Donc, ils seraient obligés d'accueillir les autres. Après, la question, c'est à quelles conditions financières et pour quelle participation au capital et aux investissements dans cette plateforme. Oui, d'autant que en fait, Salto a eu pas mal de contraintes en matière de diffusion, d'anti-concurrence, etc. Donc voilà, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, forcément, pour protéger les autres. Alors, il y a 3 offres, effectivement. 6,99 pour un abonnement.
on est à 9,99 pour 2 écrans. Pardon, oui, 9,99. Ouais. Et 12,99 pour 4 écrans. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que cette offre va se trouver une place au soleil ? Rien n'est moins sûr, hein, puisqu'on sait que, évidemment, la concurrence est féroce entre Netflix, Disney+, et puis tous les autres qui vont Amazon arriver. Prime, Apple TV+, ouais. Voilà. Il y a du monde, oui. À suivre, donc, en tout cas, Salto à partir du 20 octobre. On enchaîne avec un mot sur les iPhone 12. On va en parler longuement tout à l'heure avec Pierre Fontaine. Mais l'analyse d'Emmanuel est assez intéressante puisque, effectivement, ces iPhones arrivent au tout début, en tout cas la naissance de la 5G dans pas mal de pays, et notamment en France, où en fait ces iPhones vont être disponibles avant que le réseau 5G existe. Exactement, c'est un peu tout le paradoxe, effectivement, c'est que ces iPhones 5G... Une fois qu'Apple est en avance sur une technologie dans un pays, exactement, c'est plutôt rare. Hein. Exactement, ils sont très en retard sur la 5G, mais oui. en avance en France. C'est vrai. Effectivement, et un de ses concurrents, on en parlait tout à l'heure, me faisait remarquer que quand on va sur le site d'apple.fr, on voit effectivement que la terminologie 5G apparaît très tardivement sur la page des iPhone 12. Oui, alors que la communication 5G aux États-Unis, mais on voit que ça, on voit que le logo 5G. Exactement. C'est vraiment ce qui pousse en premier. Exactement. En fait. Et là, c'est compliqué de le faire en France, d'une part, comme tu le disais précédemment, parce qu'il n'y a toujours pas de réseau. Hein. A priori, oui. Orange devrait être l'un des premiers à ouvrir son réseau, probablement en décembre. Donc ça veut dire que tout le mois de novembre et puis tout le début décembre, il n'y aura pas de réseau 5G en France. Donc ça pourrait être considéré comme de la pub mensongère, quoi, finalement, c'est ça ? Exactement, je pense qu'il y a un risque. Et puis le deuxième risque que soulignait ce concurrent, alors là, à prendre aussi avec des pincettes, mais c'est le côté, aujourd'hui, vous savez, il y a cette fronde contre la 5G, notamment l'obsolescence des terminaux, le fait de devoir les changer pour pouvoir arriver sur la 5G. Et Apple a craint d'être pris aussi... oui, d'être montré du doigt exactement, par les associations, etc. Dans ce débat qui est en train de monter en France, particulièrement en France. Donc voilà, en tout cas, c'est un terminal qui va inonder le marché chinois, parce que là, pour le coup, on est à 108 millions aujourd'hui d'abonnés 5G. Hein, donc là, Apple, ils ont un boulevard. Donc les analystes s'attendent à ce que Apple fasse un carton en Chine. Il y a la Corée derrière, où il y a 8,5 millions d'abonnés à la 5G. Et puis les États-Unis, comme tu le disais précédemment, où le réseau est lancé maintenant depuis 6 à 8 mois. Donc on a quand même un réseau qui couvre pas toute la superficie du territoire américain, mais qui est présent dans pas mal de grandes villes. Avec le patron de Verizon, qui est monté sur scène durant la keynote Apple, pour vanter les mérites de cette association Verizon Apple. Exactement, oui, parce qu'en fait Verizon, de ce que je comprends, ils ont déjà lancé dans certaines villes les ondes millimétriques dont on parle en France. Donc cette super 5G en fait. Voilà, mais en revanche dans un périmètre relativement restreint, parce que c'est généralement des fréquences donc hautes et qui portent pas très loin, en tout cas en France. Aux États-Unis, je sais pas exactement les ondes millimétriques sur quel type de fréquence ils ont, parce que dans chaque zone géographique c'est différent. Mais en tout cas, effectivement, Verizon et pousse beaucoup sur la 5G, même des fois, on peut dire un peu trop, puisqu'il y avait eu des problèmes à un moment donné, des terminaux qui affichaient un logo 5G, alors qu'en réalité c'était de la fausse 5G. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, ça met du temps. Est-ce qu'on aura ça en France, tiens ? Est-ce qu'on aura aussi un logo 5G alors que c'est de la fausse 5G pour certains opérateurs ? C'est ce qui se murmure. C'est ce qui se murmure, oui, parce qu'effectivement, la crainte, c'est qu'un des opérateurs, en l'occurrence Free, pour pas le nommer, pourrait utiliser la bande des 700 MHz pour utiliser la 5G, alors que les autres opérateurs le lanceraient sur la bande des 3,4, 3,6 alors que sur 700 MHz, on peut balancer de la 4G en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Aujourd'hui, en fait, les fréquences sont dites neutres technologiquement, donc un opérateur peut mettre de la 5G à peu près où il veut. Après, est-ce qu'il a intérêt à le faire ? Par exemple, Orange ne peut pas le faire, puisque dans la bande des 700, ils ont beaucoup de 4G, et de la 4G qui est utilisée par les entreprises. Donc s'ils délogent cette 4G pour mettre de la 5G, qu'est-ce que les entreprises vont voir une dégradation de leur service. Donc Orange est bloqué. Parce que je leur avais posé la question, je lui ai dit, mais si Free le fait, faites-le. Et ils me disent, non, nous on peut pas, parce qu'on sert le marché entreprise, et on ne peut pas détériorer la qualité du marché entreprise. Ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais. Parce que bien sûr, une 5G à 700 MHz sera moins performante et moins rapide qu'une 5G qui serait à 2, 3, 4, 5, 26 GHz. Parce qu'en fait, plus on monte dans les fréquences, plus on arrive à avoir des débits impressionnants. Le paradoxe, c'est que plus on a des débits impressionnants, moins en fait, les ondes peuvent pénétrer dans les bâtiments et à une portée moindre, en fait. Donc c'est ça l'équation. Et c'est pour ça que Free, vraisemblablement, s'il utilise la bande des 700, aura une bonne couverture, en revanche, dès le départ, et pourra dire qu'il couvre. Je pense qu'il risque de dire que c'est le premier opérateur à couvrir de nombreuses villes. Oui, un peu ce qu'avait fait Bouygues Télécom à l'époque de la 4G. Oui, effectivement. En 2013, je crois. Ils avaient fait un gros coup, puisque d'un coup, ils avaient couvert 60% de la population en 4G. Oui, ils étaient du jour au lendemain. Orange. Exactement. C'est dingue. Ouais. Voilà pour ces iPhones. Un mot aussi sur le retard de ce téléphone. C'est pas anodin pour Apple. Alors que tout chez Apple est millimétré. Tout est vraiment organisé au jour
jour près. Là, Apple a été obligé de décaler cette keynote d'un mois, d'un bon mois. Hein. Alors, il y aurait peut-être deux raisons à ça. Il y a évidemment le Covid, mais pas que. À ton avis? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu la guerre avec Qualcomm sur le modem 5G, puisque en fait, Qualcomm et Apple étaient en guerre, étaient en procès. Des années, ça a duré. Et puis, dans le même temps, Apple a dit, nous, on va racheter la division modem 5G d'Intel pour développer notre propre solution. Donc, ça a été fait il y a quelques mois de ça. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que les iPhones utilisent la technologie Apple pour ces modems 5G, à défaut de Qualcomm, avec qui ils étaient en guerre. Finalement, ça prend plus de temps que prévu d'intégrer la division Intel et de développer des modems spécifiques pour l'iPhone. Et du coup, ils ont dû travailler là, visiblement pour cette génération-là encore, avec Qualcomm, puisque Qualcomm a fait un modem spécial 5G quand même pour Apple. Oui. Donc ça met du temps. Ça a un coût aussi, coût qui est d'ailleurs qui étonnamment pour les analystes n'est pas répercuté sur le haut de gamme des iPhones, qui reste à un prix quasi équivalent à la précédente génération. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur les marges aussi de l'iPhone. Les analystes pensent que cet iPhone-là, cette génération d'iPhone 12, Apple a été obligé de se serrer la ceinture en fait au niveau des marges. Exactement. On le saura dans quelques mois, sans doute. Oui et non, parce que maintenant ils donnent plus le prix. Tout est noyé. Dans les terminaux, ils donnent plus le prix moyen par terminaux, ce qu'ils faisaient avant, et Apple a décidé d'arrêter de le montrer. On va parler de ces nouveaux iPhones. Reste avec nous dans la deuxième partie de quoi je me mêle avec Pierre Fontaine. On enchaîne avec cette période où on voit que cette épidémie de Covid reprend du service et s'intensifie avec ce couvre-feu qui a été mis en place. L'appli Stop Covid va s'offrir une seconde jeunesse, Emmanuel. Oui, alors c'est tous Stop Covid, puisque c'est le nouveau nom qui a été poussé par le gouvernement, enfin par Emmanuel Macron même. Donc l'idée c'est un reboot, c'est la suite, ou la revanche de Stop Covid. Je sais pas. Ça pourrait faire une bonne série sur Salto, ça, non? Franco-française, voilà. Exactement. Stop Covid. Bon, je sais pas s'il y aurait beaucoup d'audience, mais bon. Comme l'application, puisque là, pour l'instant, la première application, elle a été téléchargée un peu plus de 2 millions de fois, et plus d'1 million de personnes l'ont après désinstallée, donc ce qui est quand même pas super. Ce qui est pas possible. Voilà, exactement. Et puis après, une fois qu'elle est installée, peu de personnes l'ont laissée activer. Donc il y avait un double problème. Là, ce que veut faire le gouvernement, c'est répondre à cette problématique-là. D'une part, en essayant d'enrichir cette application avec des contenus pour faire en sorte que les gens laissent l'application activée et puissent avoir d'autres informations que simplement savoir qui ils ont pu croiser, une personne contact avec qui ils ont pu être mis en relation à un moment ou à un autre, mais d'avoir des informations sur l'épidémie, son évolution. Donc il y aurait des nouvelles fonctionnalités dans cette application. Et puis ce qu'ils essaient de pousser, c'est de faire en sorte que quand on va aller au restaurant avant l'heure de couvre-feu, au lieu de remplir sur un papier son nom, son numéro de téléphone, on se déclare. Voilà. J'ai d'ailleurs à ce propos, j'ai un de mes collègues qui a diffusé sur Twitter une fiche comme ça de restaurateur où on voyait les gens qui avaient donné leur numéro de téléphone. C'était marqué Donald Trump 06, voilà. Après c'était marqué Sylvester Stallone. Après, ça devient donc les gens en plus donnent pas leur nom. Bien sûr. Donc effectivement le cahier chez les restaurateurs, les restaurateurs le font. Ils sont pliés. Ils sont obligés. Ils sont obligés, exactement, mais ils ne sont pas contraints d'aller vérifier que la personne donne sa véritable identité. Évidemment, ouais. Alors que là, avec l'application, ça pourrait être peut-être en partie anonymisé. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que dit toujours le gouvernement, et que c'est toujours une solution. Penser, parce que c'est ça, il faudrait déclarer en fait sa présence dans le restaurant en lançant l'appli et en appuyant sur un bouton. Et d'une certaine façon, il faudrait que le restaurateur dise activer l'application. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Cette application, nouvelle version, arrive quand? On a une idée ou pas? Normalement, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc soyez prêts pour la revanche. Et ça s'appelle maintenant Tous Anti-Covid. Voilà, exactement. C'est pratique, en plus c'est court comme nom, c'est parfait. On enchaîne avec là aussi un vrai séisme dans le monde du smartphone. C'est Huawei. Emmanuel, qui souhaiterait se séparer de sa marque ombrelle, en quelque sorte, sa marque sœur, sa petite sœur, Honor. Oui, exactement. Alors c'est vrai que c'est assez étrange, parce que de mon point de vue, Honor était l'entrée de gamme des terminaux Huawei, tandis que la marque Huawei était plutôt le haut de gamme. Alors on m'a dit que j'avais un peu faux, parce que ça c'était vrai sur le marché français, mais c'était l'inverse sur le marché italien, par exemple. Donc pays par pays, la marque Huawei se positionne différemment. Différemment, exactement. Et que ça pouvait du coup aussi générer peut-être effectivement un peu de malentendus sur Honor par rapport à Huawei, qui était quoi. Bon, il se trouve aussi qu'il y a des acheteurs potentiels autour de Honor. Il y en a au moins 3, si on en croit la presse américaine. Il y aurait donc Digital China, qui est le distributeur en Chine de Honor, qui pourrait donc reprendre la marque et distribuer en direct les téléphones. Il pourrait y avoir TCL,
qui aujourd'hui a plusieurs marques. On le connaît par exemple avec la marque Alcatel en France pour les smartphones. À un moment donné, ils ont fait aussi juste un téléphone qui était le BlackBerry. Ils ont essayé de relancer la marque BlackBerry. Donc TCL a l'air de se positionner aussi sur ce rachat. Et puis le troisième, c'est Xiaomi qui pourrait mettre la main sur cette marque-là et pourrait se renforcer à cette occasion. On va voir comment ça se passe. Est-ce que les États-Unis vont laisser faire ça aussi? Est-ce que si demain Honor est vendu, est-ce qu'on va se retrouver avec Google sur les téléphones Honor? Parce que c'est ça aussi la question. Alors a priori, par exemple TCL, Xiaomi ou Digital China ne sont pas sous restriction américaine. D'accord. Donc s'ils rachètent la marque Honor, ils pourraient conserver Android, et puis aussi tout le matériel équipant les téléphones, donc les puces, etc. Ouais. Ils n'auraient aucun souci de ce point de vue-là, sauf si l'administration Trump modifie à nouveau la liste des entreprises qui sont visées par l'administration américaine. Et est-ce que cette vente sera faite en toute transparence aussi? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en sous-main, Huawei garde la main sur Honor? Alors, c'est possible que Huawei garde une participation au sein de la nouvelle entreprise. Ça, on le verra assez vite. Alors, Xiaomi est une entreprise cotée en bourse, donc ils vont être obligés de faire un peu la transparence sur le processus. TCL est coté aussi, la bourse de Hong Kong. Donc pareil, je connais moins Digital China pour être honnête. Le circuit de distribution, je pense pas que la société soit cotée. Mais donc ça, on le saura assez vite. Je pense avant la fin de l'année, très probablement. Est-ce que ça va précipiter en fait j'allais dire le décès de Huawei dans les smartphones en tout cas, parce que si Honor reprend un petit peu du poil de la bête, on peut imaginer que Huawei lui va vraiment ralentir en fait et peut-être arrêter l'innovation dans le domaine du smartphone. C'est possible, en tout cas gagner du temps, parce qu'ils sont obligés maintenant, faute de pouvoir avoir Android et faute d'avoir certains composants, ils sont obligés de tout redévelopper eux-mêmes en Chine. Donc ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc je pense que Honor peut être vendu 3 milliards et demi de dollars. Ça leur donne du cash pour attendre, pouvoir développer sur la marque Huawei des composants qui soient made in China et un OS qui soit made in China avec Harmony dont on en parle depuis quelques temps déjà. Tout ça, ça prendrait des mois, non? En plus. Ouais, ça prendrait des mois. Oui. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Emmanuel, on enchaîne avec YouTube. YouTube qui surveille ces vidéos, on le savait, mais peut-être de manière un petit peu plus intense ces dernières semaines. Oui, effectivement. Alors Facebook aussi, emboîter le pas. L'idée, c'est de dire que toutes les publicités qui sont liées ou les vidéos monétisées autour en gros de discours anti-vaccins, notamment pour le Covid, mais pas seulement, doivent être arrêtés, bannis, entre guillemets, par les plateformes du type YouTube et Facebook. Donc ils sont en train de faire un nettoyage, ils ont commencé déjà à faire un nettoyage. Encore une fois, ça ne concerne que les publicités qui sont sponsorisées, enfin qui sont monétisées sur YouTube, et sur Facebook, ça ne concerne que les campagnes publicitaires anti-vaccins. Donc dans les deux cas, les deux plateformes se sont engagées à les retirer ou à les filtrer avant qu'elles ne puissent atteindre la plateforme, mais ça n'empêche pas les contenus en tant que tels de pouvoir continuer à circuler, donc les contenus anti-vaccins de circuler sur les plateformes. Ça pour le coup c'est plus compliqué pour YouTube ou Facebook de les retirer. Ouais, c'est une sacrée histoire ça, parce que finalement ce sont que les publicités qui vont être retirées, non pas les vidéos de propagande anti-vaccin. Non, c'est compliqué parce que aux États-Unis il y a quand même le premier amendement, on a le droit de s'exprimer, donc y compris si on est anti-vaccin, donc c'est compliqué d'aller à l'encontre de la liberté de parole. Et je pense qu'en France, c'est un peu pareil. On peut dire qu'on est anti-vaccin. On a encore le choix. Après, est-ce que c'est une attitude raisonnable? C'est un autre. Oui, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Sûr, mais on a le droit de dire ce qu'on pense. Encore heureux, cela dit. Donc, bien évidemment. Après, la question, c'est que ces vidéos-là ont tendance à être démultipliées sur les plateformes, à être extrêmement vues, contrairement à des pro-vaccins, parce qu'on n'attend pas vraiment les arguments des pro-vaccins. On attend de voir les arguments des anti-vaccins. On part en Corée maintenant avec un groupe qui est non seulement mondialement connu, mais qui explose tous les records en matière d'audience, de vente, etc. C'est le groupe BTS qui a décidé en fait de faire un concert, on va dire en streaming, et l'audience a été incroyable. Oui, parce que il y avait deux représentations, le samedi et le dimanche, donc le 10 et le 11 et le 12, pardon. Et c'était un concert payant, donc il fallait payer entre $50 jusqu'à $90 pour faire les deux concerts. Et ils ont attiré quand même 994 000 personnes de plus de 180 pays. Quasiment 1 million de personnes. Voilà, exactement. Puis ils ont payé, c'est pas un concert gratuit. Oui. Donc à ma connaissance, c'est un record mondial de connexion simultanée avec des personnes du monde entier qui ont voulu voir ce groupe, même en virtuel et même à distance. Alors, on pouvait, à distance de mémoire, on pouvait contrôler plusieurs caméras, prendre plusieurs
angles de vision sur les 7 artistes du groupe, donc on pouvait se focaliser sur à peu près qui on voulait. Donc c'était quand même assez recherché, hein. Il y a eu un travail pour que ce concert virtuel il soit également interactif pour les spectateurs et qu'ils puissent prendre un peu la main sur les caméras. Donc c'était assez intéressant, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu un concert attirer autant de personnes. C'est incroyable. C'est l'équivalent de plus de 12 à 13 stades de France remplis, hein, en une journée, hein. Donc c'est juste pour donner la mesure, parce qu'un stade de France c'est 70-75 000 personnes. Ouais, incroyable. Ouais. On enchaîne avec Microsoft qui est en passe de perdre la gestion des données de santé du Health Data Hub. Est-ce que c'est vraiment un gros coup dur pour Microsoft, cette histoire-là? Et qu'est-ce que c'est que le Health Data Club, tiens, Emmanuel? Alors en fait, le Health Data Hub, l'idée c'était de pouvoir, pas de problème, de mettre toutes les données de santé et de pouvoir en fait en tirer, en analysant des données massives, en essayant de pouvoir en tirer des enseignements, notamment en période de Covid, mais pas seulement, hein, donc c'est plus large que ça. Mais ça a été accéléré par le Covid. Donc l'idée c'est pouvoir de stocker, donc de collecter, de stocker et d'analyser des données de santé de tous les Français. Alors ce sont des données qui sont anonymisées, mais de pouvoir avec ça voir l'évolution d'une pandémie, par exemple, voir si elle est et puis où elle peut avoir, par exemple, le plus fort de répercussions, dans quelle ville, à quel endroit, à quel moment. Donc créer comme ça des schémas, des patterns des épidémies. Donc pour les chercheurs, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement puissant pour pouvoir éventuellement même prédire de nouvelles épidémies. Et c'est vrai que ça a été confié un peu à la va-vite, hein, par le gouvernement, sans appel d'offres, à Microsoft. Et donc tout de suite ça a créé un peu en gros une panique, parce que il n'y avait pas eu d'appel d'offres, et donc des entreprises françaises s'en sont plaintes, notamment OVH, en disant mais nous on pouvait le faire, pourquoi on n'a pas été mis dans la boucle par les autorités françaises. Donc première question en fait un peu économique, hein, sur l'appel d'offres, et deuxième question plus de vie privée. Là les protecteurs de la vie privée disaient mais c'est une entreprise américaine qui est soumise à la loi américaine, et notamment celle du Cloud Act, et donc si demain une autorité américaine ou un service de renseignement américain demande l'accès à ces données, Microsoft n'a d'autre choix que de les lui fournir. Et donc de ce point de vue-là, la CNIL a dit attention, il y a un problème de sécurité des données, et ils ont remis un mémoire au Conseil d'État pour dire est-ce que c'est vrai. Nous on pense que c'est pas sûr pour les citoyens français, et le Conseil d'État a donné partiellement raison à la CNIL en disant oui effectivement il peut y avoir un problème si les services de renseignement demandent l'accès à ces données. Donc la CNIL doit travailler avec Microsoft pour voir comment on peut faire en sorte de sécuriser ces données avant, dans un deuxième temps, éventuellement retirer ce contrat et faire un nouvel appel d'offres. Ouais, c'est intéressant, hein, cette histoire-là. Hein. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Bien sûr, ouais. En même temps, l'épidémie, elle est là, donc je pense que les pouvoirs publics veulent aller très très vite pour tirer des enseignements de ce qui se passe. Faire un appel d'offres, c'est long, c'est compliqué, remettre quelqu'un dans la boucle. Donc c'est compliqué parce qu'on est entre analyse des données rapides dans une situation d'urgence, donc il faut faire vite, et de l'autre côté, des process industriels qui sont plus longs, et un appel d'offres qui normalement est très encadré de manière juridique. Hein. Emmanuel, tiens, un mot sur une autre marque de téléphone qui vient de sortir un nouveau modèle. Là, on en parle vite fait parce que c'est vraiment l'un des coups de cœur de la rédaction de 01. Il s'agit de Realme, alors un constructeur de smartphone que tu connais bien, hein, qui vient de sortir le Realme 7 Pro. Il avait été annoncé en grande pompe il y a quelques jours de cela. Ça y est, il est disponible en France. Et la particularité de Realme, c'est de proposer en fait des smartphones très hautement spéqués, on va dire, avec vraiment des raffinements technologiques assez haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. Et c'est le cas de ce 7 Pro qui est vendu aux alentours des 300 € et qui, en fait, renferme le meilleur de la technologie avec une dalle Super AMOLED, un écran de 6,4 pouces, une fréquence d'échantillonnage qui monte à 180 Hz. Alors, je ne sais pas si tu as suivi cette petite particularité technique. Ça permet en fait d'avoir un rafraîchissement d'écran lorsque tu scrolles ton téléphone d'une fluidité incroyable, alors que la plupart des téléphones sont à 60 Hz. Donc là, on est à 180, ce qui permet une fluidité vraiment intéressante. Qualcomm Snapdragon 720G. Alors, c'est pas le très haut de gamme de Snapdragon, mais c'est un processeur qui tient vraiment la route. Il est compatible Dolby Atmos, etc. Et puis, l'autre particularité de ce Realme, c'est que en fait, il a un système de supercharge, de charge hyper rapide, puisqu'il a une batterie de 4600 mAh, et elle peut se recharger en 12 minutes à 50% et à 100% en 34 minutes, ce qui est pas loin des records. Et franchement, c'est l'un des coups de cœur de la rédaction de 01, et je voulais en parler parce que
c'est vrai qu'on parle des ténors, des iPhones, etc. Mais il y a aussi aujourd'hui des smartphones qui tiennent vraiment la route, qui n'ont rien à envier, on va dire, aux autres marques haut de gamme, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Et Realme en fait partie. Voilà, c'est le Realme 7 Pro. Il nous reste peut-être 1 minute pour évoquer eh bien, le reste de l'actualité et terminer sur l'actu avec le PC qui se portait plutôt mal avant le Covid. Et là, le télétravail arrivant, eh bien, le PC se retrouve avec une deuxième jeunesse. Oui, exactement. Alors le PC, c'est plutôt le PC portable pour le coup. Le PC portable, laptop, bien sûr. Et effectivement, on voit des volumes de vente qu'on n'a pas plus vus depuis très très longtemps. Effectivement, comme tu le disais, il y a un double phénomène. Il y a le confinement, donc les gens sont restés chez eux et ont dû soit se divertir. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est les PC gamers en fait, qui sont très chers. Donc il y a des gammes de PC gamers comme Alienware, par exemple chez Dell, par exemple chez Asus, c'est la marque ROG. Chez Lenovo, c'est la marque Légion de mémoire, voilà, qui se sont très bien vendus, alors que c'est quand même des ordinateurs qui coûtent cher, puisqu'avec les dernières cartes graphiques, etc. Puis dans le même temps, des gens qui ont voulu s'équiper d'un ordinateur pour travailler de chez eux, la femme et le mari, pour travailler à distance. Bien sûr. Et donc effectivement, on a vu des frémissements entre 5 et 6% de croissance pendant le confinement, et après c'est monté à 20-30% post-confinement. Et là, même les fabricants s'attendent à ce que ça continue en 2020 et 2021. Alors il faut savoir qu'en France, le taux d'équipement des foyers était en baisse avant, on était à quasiment 71%, 76% de taux d'équipement des foyers, donc ça laisse quand même pas mal de marge. Et ceux qui ont deux ordinateurs, c'est 25% seulement des foyers, donc un quart. Une marge importante. Il y a une énorme marge en France. Et quand on sait que quand on est en télétravail et qu'on est un couple, il nous faut chacun un PC. Voilà, donc on n'a pas le choix. On va être obligé d'en acheter un autre. Donc c'est la revanche du PC, tu vois. C'est ça, voilà. C'est étonnant quand même. Donc tous anti-Covid, la revanche. Le PC, la revanche. Enfin, quand tu dis PC, c'est aussi Mac, j'imagine qu'Apple. Alors non, Apple aussi. Oui, effectivement. Merci beaucoup Emmanuel. L'actualité de la semaine vue par Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite de ce De quoi je me mail, avec un focus bien sûr sur les nouveaux iPhone 12. Pierre Fontaine, journaliste de la rédaction de 01, me rejoint tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.